La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la série littéraire des Guinicals avec son auteur Hervé Nicolas. Hervé, bonjour. Bonjour. Merci de ta venue, merci de ton énième venue. Tu es un habitué de l'association, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On peut dire oui, on peut dire habitué, oui, c'est vrai. Ouais. Mais pour de très bonnes émissions. Au bout de 7-8 fois, je pense déjà. Je ne sais plus. Pour Guinicals, c'est la deuxième fois. Hein. Voilà, exactement. Pour Guinicals, je t'avais reçu la première fois, oui. En fait, à la sortie du premier tome. Et puis Absolument. là, on avait envie de refaire une émission puisque, mine de rien, depuis, il y a eu du chemin. Il y a quelques tomes déjà qui sont sortis. Il y a eu 2 ans et 5 volumes pour l'instant. Pour l'instant. Et mon petit doigt me dit que t'en as quelques-uns sous le coude encore. Ah oui, absolument. C'est une série littéraire que je veux mener longtemps. Parce que j'ai bien de choses à faire vivre à mes héros. Et puis pour l'instant, ça marche bien, donc je suis content. Parce que les lecteurs attendent toujours la suite. Donc pour tout dire, évidemment, il y aura un 6e volume, ça c'est évident. Hein. On a retardé sa sortie, par contre, pour plein de raisons d'actualité, que la France traverse et d'autres pays d'Europe, et du monde, même du monde entier. Et du coup, j'ai retardé la sortie de ce volume-là. Bon, de toute façon, à l'heure où on nous écoute, étant donné que notre émission est régulièrement rediffusée, ça se trouve, on est déjà au 9e tome. Hein. Donc... C'est possible. C'est la magie. Il faut suivre ça sur Amazon. Quand vous cliquerez sur Guinicals, vous verrez tous les tomes qui sont sortis de toute façon. Alors pour commencer l'émission, on va déjà reparler un petit peu de toi. Donc Guinicals, c'est ton pseudo. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce pseudo. Donc de ton vrai nom, Hervé Nicolas, et on se connaît depuis très longtemps parce que tu es dans le milieu associatif avec ton association Nemco Show de sauvegarde du jeu vidéo. Donc oui, c'est l'association du gamin, ça. Ouais. Oui, absolument. Ah ouais, association familiale. Familiale, oui, c'est ma femme qui est la présidente. C'est la seule manière de lui faire supporter tout ça. Et mais moi, mon métier avant tout, en fait, c'est d'écrire. Et là, j'ai lancé cette saga il y a 2 ans. Maintenant. Donc en 2018. Oui, et puis je m'étais donné, à titre à peu près indicatif, hein, c'était pas non plus à une semaine près, je faisais une sortie par trimestre. Et de manière à former un peu un esprit de série, hein, comme les séries sont très très à la mode depuis tellement d'années, et particulièrement depuis Netflix aussi et Amazon. Et je me disais que il manquait d'une grande série littéraire qui irait loin. Et on avait eu des Bob Moran par le passé, c'est vrai. On avait eu des San Antonio aussi, mais qui n'avaient pas spécialement une date précise tous les 3 mois. L'épisode suivant, quoi. Alors on imagine mal ça dans une série télévisée, évidemment, hein. Un épisode tous les 3 mois, ça serait compliqué. Des fois un par semaine, il y a des séries un par semaine, et là visiblement cette formule-là plaît bien, parce que les gens attendent la suite et savoir un peu ce qui advient de tous ces héros et de leur vie, etc., quoi. Alors d'où est née cette vocation d'écriture? Dernière fois, tu m'avais expliqué que c'était déjà très jeune, toi, depuis gamin, t'aimais bien faire les rédactions finalement. Oui, j'avais fait une rédaction en primaire et cette rédaction avait beaucoup plu à mon instit de l'époque et il l'avait affiché sur les murs de l'école et c'était amusant, quoi, parce que ma mère était assez fière de voir qu'une de mes rédactions était affichée comme exemple sur le mur de l'école, quoi. Et du coup, moi j'aime bien me mettre devant une feuille de papier, à l'époque c'était une feuille de papier, de commencer à griffonner et de raconter une histoire, quoi. Ça m'a toujours plu. C'est un super moyen d'évasion, mine de rien. C'est un super moyen de réussir à faire des choses qu'on pourrait pas faire forcément dans la vie, je ne sais pas, mais le mettre en forme avec des mots, moi ça a toujours été mon dada, quoi. Donc on n'écrit pas toujours ce qu'on a envie d'écrire, hein. C'est la grande loi de l'édition. Au début on écrit pour gratter du papier, pour en vivre, hein. Souvent on a un boulot à côté, ce qui a toujours été mon cas. Cette grande saga littéraire, là je m'y suis vraiment consacré parce que maintenant je ne fais que ça et m'occuper aussi
en milieu associatif, notamment de l'association familiale là, qu'on a sur la sauvegarde du jeu vidéo. Mais ça m'a dégagé du temps. Et maintenant, je peux vivre de ce que j'écris et surtout de ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Et ces histoires-là là, de Guy Nichols, il ne se passe pas une journée sans que j'en écrive un morceau. D'ailleurs, j'en ai encore terminé un il y a 2 jours. Et j'ai redémarré aussitôt le soir même j'ai redémarré la suite, quoi. Et alors le personnage de Guy Nichols, bien que le premier tome soit paru en 2018, eh bien tu l'avais déjà en tête depuis très longtemps, même depuis quand tu étais jeune, il me semble que tu avais déjà cette idée en tête. Que je dise pas de bêtises, je devais avoir 23 ans. Oh, c'était il y a 5-6 ans, ça, non? Non, c'était il y a 23. C'est 23. Et donc, ça fait un bail. Hein. J'en avais déjà écrit plusieurs, que j'avais mis en forme, que j'avais signé chez un éditeur parisien. Et puis, il se trouve que c'était en plein rachat de cette maison d'édition, à l'époque par Jean-Marie Messier, et qui avait décidé, en fait, de rompre le contrat avec des jeunes auteurs et de ne faire que de la novélisation. Enfin, ils avaient changé un peu leur ligne éditoriale, et puis on était tous... Alors quand on a cet âge-là, évidemment, ça décourage un petit peu. Donc après, j'ai chopé des contrats d'édition un peu partout pour écrire sous différents pseudos, mais des choses qui m'intéressaient pas, voilà, spécialement. Mais j'avais... Parce que t'as écrit quoi d'autre C'était plutôt des romans très roses, on va dire, voilà. Parce que c'était à la mode à l'époque, et oui, c'était à la mode à l'époque, il n'y avait pas d'internet, on imagine, on n'avait pas d'internet, il n'y avait que Canal+, les premiers samedis du mois, enfin, il y avait même pas, je sais même pas s'il y avait... Ouais, il y avait ça peut-être ici, il y avait déjà ça. Et bref, ça marchait très bien, c'était vendu très peu cher, c'était du poche, souvent. On gagnait une misère par bouquin, hein. Par contre ça se vendait très bien, donc ça arrondissait bien les fins de mois. Ouais, c'est ce que tu disais, c'était ton gagne-pain, quoi. Et c'était un gagne-pain, mais je bossais en plus, hein, mais c'était un gagne-pain, et surtout ça m'a créé aussi une gymnastique en fait d'écriture, comme un très gros entraînement, on va dire, voilà. Oui, voilà. Et du coup, c'est pas, on n'écrit pas pour rien, on n'écrit pas, voilà. Et il y a quand même certains passages qu'on aime, particulièrement, même si l'éditeur passe derrière en disant je vais t'apprendre à faire moins bien. Et puis pour simplifier, en fait, il voulait une écriture très simple, la plus simplifiée possible. On s'y fait, quoi. Voilà. Et finalement, ça me sert aussi maintenant dans les Guy Nichols quand il y a des passages où il y a un peu d'amour, un peu tout ça, ça m'a permis de savoir dire les choses, voilà, de savoir se poser dans un juste milieu, on va dire. Voilà. Et donc ce personnage que tu avais créé il y a maintenant 23 ans, donc ce que tu disais, c'est qu'à l'époque, ça t'avait un petit peu découragé parce que c'était un petit peu plus difficile de se faire éditer. Clairement. Et on va faire une première pause musicale, mais après tu vas nous expliquer comment tu as réussi à sortir tes livres, puisque, alors moi je ne connaissais pas ce concept et tu nous expliqueras après la pause, c'est que tu t'auto-édites finalement. Oui, sur Amazon, absolument, oui, absolument. Et donc tu vas nous expliquer un petit peu ta démarche, parce qu'elle est très intéressante. Je la connaissais pas personnellement, et puis peut-être qu'on a des auditeurs qui nous écoutent qui peut-être un jour ont envie de sauter le pas et de s'auto-éditer comment faire. Également. Eh bien, alors aujourd'hui, tu as décidé de rester sur le même thème pour les pauses musicales. Ah, et donc absolument. Tu m'as demandé de passer des morceaux de... Alors, c'est Lupin 3, c'est ça? Mais alors, c'est un manga qui s'appelait Edgar le cambrioleur en français. Edgar de la Cambriole en français, parce qu'évidemment Lupin 3, parce que théoriquement dans l'histoire c'est le Lupin troisième du nom, c'est-à-dire que c'est l'arrière-petit-fils d'Arsène Lupin. D'accord. Donc il s'appelle vraiment Lupin 3 au Japon, et évidemment il y avait des droits de la famille de Maurice Leblanc qui s'est opposé à l'époque. Il ne pouvait pas s'appeler Lupin 3 en France, voilà. Et donc il s'était appelé Edgar de la Cambriole. Et pourquoi j'ai choisi toute cette série-là? Parce que j'ai un personnage qui va apparaître dans un des volumes, qui sera sans doute peut-être sorti, sans doute même sûrement, lors du passage de cette émission à la voix d'Ambroise Paré, qui est un crossover. J'ai obtenu le crossover en fait d'un des personnages de Lupin pour les Guy Nichols.
Ah, bah, tu vas nous expliquer ça justement après nous avoir parlé de l'auto-édition, mais on va parler de ça plus en détail pendant l'émission. Donc, le premier morceau que tu veux nous faire découvrir, dis-moi. Oui. Alors, ça s'appelle Italian Dreams, et c'est de Papik et Yuma, et c'est une bande originale donc de l'aventure italienne, une série de Lupin 3 en 24 épisodes, si je ne m'abuse. Voilà. Eh bien, on écoute tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, on parle de la série littéraire Guy Nichols avec son auteur. Et nous parlions dans une première partie un petit peu de comment est venue l'idée de Guy Nichols, puisque Hervé, l'idée, donc tu l'as eu déjà depuis une vingtaine d'années, mais tu n'avais pas pu te faire éditer à l'époque. Et puis, tu nous expliquais que maintenant, tu t'auto-édites via Amazon. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et comment tu en es arrivé là, pourquoi et comment ça fonctionne? C'est tout bête parce qu'en fait, moi, j'ai déjà un éditeur. Je suis déjà édité pour d'autres bouquins, notamment chez Hors Collection, mais Hors Collection ne font pas de fiction. Souvent, c'est des beaux livres. Voilà, c'est des... J'ai fait un livre sur l'histoire des jeux de société, par exemple, qu'on a fait ensemble. Oui, absolument. Voilà. Qui ça touche de près, d'ailleurs, ça. J'avais fait un bouquin aussi sur Minecraft. J'avais fait les corrections techniques des bouquins de Marcus, l'animateur donc de Game One. Et évidemment, j'ai fait lire les Guy Nichols modernisés, parce qu'en plus, c'est des romans qui suivent une actualité. C'est Macron qui est président, là, voilà, ils ont les mêmes téléphones que nous, enfin bref, ils se déplacent de la même façon que nous, c'est ni de la science-fiction, ni quelque chose de rétro, c'est très ancré dans notre temps, et je le voulais sous forme de série. Donc quand j'ai proposé ça, pas de problème, on m'a présenté d'autres éditeurs, puisque Editis est une très grosse maison d'édition, mais ils étaient frileux, comme souvent dans l'édition, pour sortir une série. Tout bonnement, c'est compliqué de signer un roman, ça irait, mais signer un roman tous les 3 mois, c'est impossible, et même en signer un tous les 6 mois, c'est aussi compliqué. Donc, c'est mon éditrice qui m'a dit, va fureter du côté d'Amazon. Donc moi je me suis un peu renseigné, donc j'ai pris contact directement avec des gens d'Amazon pour savoir un peu comment ça se passait. Donc ils m'ont expliqué que y a une plateforme dédiée, etc. Mais ils m'ont donné plein de judicieux conseils, à savoir d'avoir un produit extrêmement fini, avec une vraie couverture, avec une vraie présentation, voilà, parce que le piège c'est ça, l'auto-édition ça a toujours été un piège dans ce sens, où souvent ça fait, on va dire, un peu amateur, voilà. Et oui. dans le lot, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et qui sont des fois même récupérés par des maisons d'édition. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé par le passé. Et par contre, ce qui m'a très étonné, c'est que comme j'ai beaucoup l'habitude de l'édition, là, j'ai trouvé une liberté, en fait, dont j'avais même pas idée. C'est-à-dire c'est-à-dire par rapport à une maison d'édition classique, quelle est la différence? Par rapport à la maison d'édition classique, on a toujours son éditeur dans la maison d'édition classique qui va relire le manuscrit, qui va peut-être nous demander des fois d'assouplir tel passage, d'adoucir tel personnage, de supprimer un personnage au profit d'un autre, ce genre de choses. Et c'est lui qui a le dernier mot? Non, parce qu'il fait des concessions. Tout le monde met un peu d'eau dans son vin, mais il va falloir mettre de l'eau dans son vin à chaque fois, ça c'est clair. D'accord. Et le problème, c'est que quand on construit une série, donc on la construit sur du très long terme, enfin du moins sur du long terme. Et les personnages, on sait exactement là où on veut les amener. On sait ce qu'ils veulent faire, voilà, quelle importance ils ont, quelle importance ils vont prendre. Donc c'est compliqué en fait de mettre de l'eau dans son vin, parce que nous on connaît la suite de ce qui va arriver et que l'éditeur, lui, ne connaît pas. Voilà. Donc, chez Amazon, à partir du moment où on n'incite pas à la haine, ce genre de choses, ils nous laissent relativement libres. Et ce qui est pas mal, parce que visiblement, c'est un pari gagné, parce que le retour de mes lecteurs fait que, et dit, pour la première fois, je lis un roman où l'auteur se permet tout. Voilà, c'est-à-dire que l'auteur, voilà, quand dans les Guy Nichols ils font l'amour, ils font l'amour. Quand il y en a, ça peut arriver. Il y en a une qui se drogue malheureusement. Oui. Mais voilà, mais on a vraiment. T'en parles librement.
Ouais, j'en parle librement, j'ai pas d'interdit, j'ai pas de tabou. Évidemment qu'il n'y a pas d'incitation de quoi que ce soit. Hein. Je le fais pas dans ma vie naturellement, je vais pas le faire en tant qu'auteur. Oui. Mais ça me permet d'avoir des personnages pour moi qui sont plus profonds, plus entiers et plus vrais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs lecteurs et lectrices qui me disent, mais on a vraiment l'impression de pouvoir aller à Boulogne, justement, vers ce manoir là qui existe, et de les voir sortir et de leur dire bonjour, et que c'est vraiment des vrais gens. Et alors ils ont certes pas la vie de tout le monde, Oui. mais parce que ça reste du roman, mais quand même on a vraiment l'impression qu'ils existent bel et bien, et c'est ce qui fait la force du récit, et c'est ce que je voulais moi, voilà, justement, avoir des personnages sans concession. C'est pas aseptisé, mais toi qui aimes les séries, enfin moi la sensation que ça me donne, c'est que c'est un peu comme les séries à la télé. Tu vas avoir des séries où tu as les producteurs, etc., qui passent par là et c'est très aseptisé, toujours avec cette morale, etc. Et de temps en temps, tu as des séries qui ressortent du lot. Je pense par exemple à Jessica Jones, qui est une excellente série. Oui. Et du coup, bah là, on te montre un personnage, bah ouais, mais il est pas tout beau, tout propre. Ouais, ok, bah il a plein de défauts. Il est, même crade, elle est alcoolique. Et du coup, ça fait plus vrai, alors que d'autres séries de super-héros sont trop cuculapraline. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais du coup, c'est un peu ce qu'on va ressentir. C'est-à-dire que toi, t'as envie de montrer, ouais, ok, c'est pas une caricature, c'est des personnes avec aussi leurs défauts. Et des fois, on a envie, à la lecture, de dire, enfin, voilà, elle est, oui, elle fait n'importe quoi. Je vais faire des passages. Oui, voilà, les passages où c'est très drôle, parce que j'ai un personnage qui s'appelle Loco, qui est un japonais qui se prend pas le chou dans la vie. Voilà, quand il y a une solution, il n'y a qu'à l'appliquer. Tout problème qui a sa solution n'est déjà plus un problème, il suffit d'appliquer la solution. Donc lui est parti de ce principe-là. Donc pour lui, rien n'est un problème, c'est un passage dans la vie et tout. Et donc il permet de relativiser énormément de choses. Voilà, et j'ai été ravi, et c'est peut-être là que justement tous ces romans roses m'ont servi, c'est qu'ils m'ont dit, quand tu écris un personnage féminin, c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit par une femme, et que voilà, en tant que femme, oui, j'aurais peut-être réagi comme ça, oui, j'aurais fait ça, oui, voilà, donc ça aussi, voilà, donc ce qui revient en fait, on va dire entre guillemets, dans de l'auto-édition, c'est que dans l'auto-édition, vous avez la liberté. C'était fait, c'est certes, voilà, c'est acquis, hein, vous avez votre liberté. Par contre, il faut que vous soyez absolument sûr de ce que vous écrivez et sûr de vous, quoi, voilà, pour vous lancer, parce que vous êtes vraiment tout seul pour le coup. Et par contre, il faut savoir s'entourer de professionnels. Donc, moi, j'ai pris un correcteur. Tes couvertures sont travaillées toujours, à chaque fois. Les couvertures de Frédéric Thomé, c'est son métier. Hein. Lui, c'est ça. Hein. Il fait de l'affiche, il fait de la couverture. On le connaît. Hein. Il fait des salons, voilà. Avec toujours cette petite frise avec où on va retrouver des endroits voilà. qu'on va découvrir dans le tome, par exemple. C'est toujours cette petite frise en bas de la couverture. Et c'était tout bête parce que par exemple quand j'ai sorti ce bouquin sur les jeux de société, moi je lui voulais un look un peu années 50-60, voilà, donc c'est ce qui a fini par être fait, hein. Mais toute l'équipe marketing et commerciale, eux, voulaient quelque chose de très basique où on voit un billboard, on voit un machin, tout bête. Et en fait on a insisté, et c'est là que, pour le coup, j'avais mon éditrice qui était de mon côté, on a insisté, on l'a obtenu. Là, pour le coup, c'est la couverture, je mettrai toujours les yeux de chaque personnage de Guy Nichols en une. Je veux mettre une frise temporelle. La frise temporelle permet au lecteur de passer un petit coup d'œil dessus, il va savoir dans quel pays vont aller les héros. C'est tout bête. Mais bon, voilà, il y a un autre, on voit l'Opéra de Sydney, on voit la Tour Eiffel, on sait qu'ils vont être en Australie, qu'ils vont être à Paris. Et sur les réseaux sociaux, avant de sortir un nouveau tome, à chaque fois, tu nous montres ta frise en disant, d'après vous, oui, est-ce que vous reconnaissez? Jeu, ouais. Mais des fois, c'est tu pas fais évident, toujours ça sur Facebook. Où est-ce qu'ils vont cette fois-ci? Regardez la frise. C'est ça, tu donnes des indices. Et du coup, en plus, maintenant, j'ai fondé le site internet guynichols.org, où là, je donne plein de détails, justement, sur pourquoi j'ai voulu ces frises, pourquoi j'ai mis les yeux de mes personnages en avant. C'est tout bête. Les yeux, c'est un truc qui m'est arrivé en étant gamin. J'attendais les films sur FR3 à l'époque.
Et c'était le cinéma du dimanche soir, et on voyait des yeux comme ça passer en images en noir et blanc. Et on s'amusait petit à deviner, bah tiens, c'est les yeux de qui? Bah c'est ceux de Gabin, ceux de Bourvil, ceux de Michel Morgan, etc., etc. Et là, j'ai dit, c'est marrant quand même cette idée avec les yeux de ces acteurs très célèbres. On les reconnaît pas forcément tous, mais ils marquent l'esprit. Et avec les Guinicos, bah, j'ai voulu mettre les yeux en avant, parce que les yeux, finalement, c'est ce qui exprime le mieux ce qu'on ressent. Et en noir et blanc également, la couverture. Et en noir et blanc, absolument, absolument. Ouais, ouais. Et vous avez le personnage, du coup, par contre, il n'est pas forcément en entier, hein, parce qu'il faut qu'il y ait la place pour la 4e de couve. Et pour le code barre très disgracieux d'Amazon, mais enfin on peut pas faire autrement, on est obligé de le mettre, sinon on pourrait pas le vendre, c'est tout bête. Et alors bon c'est pour eux, hein, c'est pour leur scanner eux, mais bon voilà. Et ma foi, bah, j'ai voulu montrer les personnages. À la base, il devait même y avoir des dessins à l'intérieur de temps en temps pour des scènes des scènes importantes d'action ou des scènes, je sais pas, où il y a beaucoup de sentiments qui se dégagent. Et voilà, il devait y avoir des dessins en plus, mais ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que faut tenir le rythme tous les 3 mois, quoi. Donc en résumé, par rapport à l'auto-édition, ce que tu nous expliques, c'est que tu as une liberté pour aller là où tu as vraiment envie d'aller, parce que on va en parler après la deuxième pause musicale, mais même si au moment où est diffusé, où est rediffusée l'émission, je pense qu'on en sera déjà au tome 6, ou peut-être 7, ou peut-être 8. Voilà, puisque on est régulièrement rediffusé sur La Voix d'Ambroise Paré, mais tu as déjà beaucoup plus de tomes sous le coude. Oui. Et puis, donc tu sais où tu veux aller. Donc l'auto-édition te permet cette liberté. Oui. Néanmoins, ce que tu disais, le piège dans lequel il ne faut pas tomber avec l'auto-édition, c'est de ne pas faire preuve de trop d'amateurisme pour quand même, pour quand même pouvoir être attractif et pouvoir vendre. Et donc tu t'appliques à chaque fois, donc avec cette charte graphique tout le temps, ces yeux en noir et blanc de chaque personnage mis en avant, avec un différent par tome, et puis cette fresque que tu travailles à chaque fois, où on va voir et également les véhicules, les véhicules qu'on va retrouver. Ah oui, il y a toujours un des véhicules qui vont emprunter durant le tome. Ça peut être une voiture, un avion, un hélicoptère, peu importe, mais ça sera toujours l'avion de la bonne marque, du bon modèle, la voiture de la bonne marque, du bon modèle, et elle va traverser cette frise. C'était pour donner un effet dynamique en fait à la couverture, et qu'on reconnaisse une couverture de Guinicol du premier coup d'œil. Je pense que là, au bout du 5e tome, sorti pour le moment, il y en aura plus quand l'émission sera diffusée, mais je pense qu'il y a exactement comme un logo un peu. J'ai voulu la couverture des Guinicol comme un logo, comme logo d'Adidas ou de Nike ou de Lacoste. On sait tous que c'est un crocodile pour Lacoste, voilà. On n'écrirait pas d'abord on n'écrit pas Lacoste au-dessus, on met le crocodile, on sait que c'est Lacoste, quoi. Et les Guinicol, j'ai voulu que la couverture se reconnaisse du premier coup d'œil, c'est tout bête. C'est pour ça qu'on a travaillé tout ça avant de sortir quoi que ce soit. On a vraiment on a pris une bonne année avant de tout sortir. Avant de sortir le premier, c'est passé une bonne année de travail en fait pour dire voilà, et il est venu plein d'idées comme ça que j'avais eu à l'époque. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon, j'ai testé ça un peu auprès de mes amis, leur demander ce qu'ils en pensaient et tout, comme les textos présents à l'intérieur, comme les playlists musicales aussi qui sont toujours dans un Guinicol. On va en parler après la deuxième pause musicale. Absolument. Parce que justement on va parler de cette cette grosse particularité, c'est que tu mets toujours une playlist. Alors justement, en parlant de playlist, aujourd'hui, on est sur Lupin 3, qui était une série d'animés japonais. Qui date des années 70, mais qui existe toujours. Et le deuxième morceau que tu veux nous faire écouter, c'est lequel ? Alors, c'est toujours donc de l'aventure italienne, et le morceau s'appelle Mélancolie. C'est tout de suite sur La Voix d'Ambroise Paré. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous la passons avec l'auteur de la série littéraire Les Guinicols, disponible en auto-édition sur Amazon. Et donc Hervé, tu nous disais donc dans la première partie d'émission que effectivement cette auto-édition sur Amazon pour pouvoir sortir un livre
par trimestre te permet beaucoup de liberté. Alors, juste pour terminer sur l'auto-édition, au niveau d'Amazon, est-ce que si on a des auditeurs qui nous écoutent, en 2 mots, si un jour on veut éditer un livre et si on veut en faire juste un, est-ce que c'est possible également ? Absolument, oui, bien sûr. On peut en sortir qu'un et un seul et unique. Le seul conseil que je donne, c'est qu'il faut que ce roman ou ce recueil, peu importe ce que c'est, cet essai, ait exactement le look d'un livre sorti par un éditeur classique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de... Autant que faire se peut, il ne faut pas qu'il y ait de faute. Il faut qu'il soit bien présenté. C'est-à-dire qu'il ait une mise en page faite par un professionnel. Qu'il ait une couverture aussi... Après, on peut faire une couverture... Il y a des tas de bouquins où finalement la couverture, c'est juste le titre. Hein. On est bien d'accord. Sur un fond de différentes couleurs unis, peu importe. Mais pour moi, il faut que le produit soit vraiment bien fini et ressemble vraiment à ce qu'un éditeur classique pourrait faire. Sinon, il y a peu de chances que ça attire des lecteurs potentiels. Voilà, donc c'est le conseil que je donnerais. Après, c'est une chance, en fait, qui est maintenant cette possibilité, justement, de pouvoir se lancer et sortir, et pourquoi pas réussir dans l'édition, ou alors du moins, peu importe de réussir, à la limite, on va dire que c'est pouvoir assouvir une passion ou une envie. Mais t'as bien résumé le mot passion, envie, oui. c'est ce qui te caractérise en tout cas dans cette écriture des Guinicols. Ah bah oui, s'il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la passion, on peut pas sortir un roman tous les 3 mois. Déjà, bon, je pense que si on n'a pas un minimum d'expérience d'écriture, on peut pas sortir un roman tous les 3 mois. C'est impossible. En plus, c'est des romans où moi, si je prends l'exemple du tome 5, le tome 5 fait plus de 500 pages, en moyenne ils font 330 pages, voilà quoi, il faut pouvoir fournir. Là c'est un défi quoi, il y a quelques auteurs qui ont fait ça, comme l'auteur des Bob Moran ou Frédéric Dard avec les San Antonio éventuellement, qui ont pu faire Tu m'en plus de parlais 200 beaucoup romans. Tu m'en parlais beaucoup des San Antonio la dernière fois de tes émissions. C'est un peu le... C'était un peu un modèle pour toi, c'est un modèle dans la méthode. Le seul modèle, c'est justement dans la méthode, le seul modèle, c'est pour la durée. La durée et le nombre de romans écrits, tout en ne trahissant pas son personnage. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il a pu tenir son personnage comme ça sur plus de 200 romans, en le faisant un peu évoluer. Il ne l'a pas fait vieillir. 200 Plus de 200. D'accord, je savais pas. Après, plus de 200. Il est dans les Frédéric Dard. En plus, il y a les Frédéric Dard en plus, évidemment. Moi, c'est un écrivain que j'ai pas eu la chance de rencontrer. Par contre, bizarrement, j'ai écrit des 4e de couverture et des fiches techniques pour les commerciaux chez Fayard à l'époque, quand ils avaient ressorti toute la collection des Frédéric Dard. Donc c'était marrant parce que j'avais replongé dedans, parce qu'il fallait les lire à chaque fois. Et il fallait résumer le roman en une page pour le service commercial. Quand ils passent chez les libraires et puis qu'ils veulent placer tel ou tel roman, il faut qu'ils puissent savoir un peu de quoi ça parle, et on leur fait des fiches techniques. Donc j'ai fait ça aussi, qui est un excellent exercice d'écriture, de pouvoir résumer un roman en une page. Donc ça me rappelle ce que je faisais quand j'étais au lycée. On me demandait de faire les résumés. Mais ouais, c'est un travail qui tu faisais des résumés. Tu faisais des résumés souvent sur des extraits ou des trucs comme ça, voilà. Mais bon, là, il faut le faire sur un roman. Donc ça sert, voilà. Il n'y a pas de boulot inutile dans l'écriture. Voilà, il n'y a pas de travail inutile. Et par rapport au San Antonio, alors je te souhaite un jour d'en être à 200, mais si t'en fais 4 par an, ça fait un sacré rythme quand même. Oui. Il faut que t'écrives jusqu'à plus de 90 ans. Mais bon, quoique te connaissant, tu vas peut-être même en maison de retraite, tu continueras à écrire. Sûrement. À l'heure où on se parle, j'en suis au 18e là quand même.
Donc, oui, là, c'est pour ça. C'est ce que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que moi je voulais parler un peu de l'avance que tu as prise parce que pour te connaître et pour te connaître à titre privé et puis aussi pour suivre ton actualité sur les réseaux sociaux, tu postes régulièrement des messages un petit peu sur l'actualité. Des fois, tu fais un peu des tests. Tu disais sur tes couvertures, bah, des fois tu mets les logos qui sont travaillés pour avoir un petit peu des retours, des ressentis. Et donc souvent, tu postes voilà, des petits messages pour dire bah, voilà, j'ai fini le 16e, j'ai fini le 17e. Et combien de temps ça te prend pour écrire un volume? Alors, en moyenne. En moyenne, je vais mettre un mois en écrire. Je vais mettre un mois, si je le fais en mois complet, je vais mettre un mois. Et il faut un mois de plus pour avoir correction, mise en page et couverture. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui sort tous les 3 mois, parce que il faut bien 2 mois de boulot pour avoir un produit fini. Et moi, pendant ce temps-là, je continue d'en écrire, je les enchaîne. Bah oui, parce que quand tu as sorti le premier, tu en avais déjà un certain stock sous le coude. Oui, et du coup, tu continues. Bien sûr. Oui. Et est-ce que des fois, tu as envie de revenir sur des tomes? C'est-à-dire que par exemple, là, aujourd'hui, tu as écrit le tome 17. Est-ce qu'à un moment, suivant l'actualité, suivant ce qui se passe, tu dis, attends, je vais complètement revenir sur le tome 8 qui n'est pas encore sorti, par exemple, parce que là, en fonction de l'actualité, en fait, je vais réintégrer ça et ça, et je vais peut-être changer ça. Est-ce que tu reviens un petit peu sur ce que tu as déjà écrit? Je reviens sur chaque tome quand j'en fais une relecture après son passage à la correction. À savoir que des fois il y a le correcteur qui me dit est-ce que c'est une faute volontaire du fait du langage d'un personnage, est-ce que voilà. Donc je fais une relecture complète évidemment. Il m'est arrivé de changer certains passages pour les rendre moins durs par moment, pour lisser un petit peu certains trucs. Voilà, ça peut arriver. Mais dans l'essentiel, en fait, je conserve la totalité, et surtout, je suis non pas forcément une actualité, mais je suis une époque, on va dire. Quand je dis Macron est président, par exemple, Obama, je l'ai laissé président encore pendant quelques tomes avant de passer à Trump. Je sais pas pourquoi, mais ça m'embêtait. T'avais du mal à... J'avais un peu de mal, bref, voilà, ça c'est... Mais après, j'ai fini par le faire. Par exemple, je vais pas parler spécialement de certaines crises ou de certaines choses qui se passent en France, parce que j'ai pas vraiment envie de me mettre dans certaines actus et autres. Par exemple, s'il y a un attentat ou quelque chose du genre, je vais pas forcément en parler. Mais par exemple, s'il y a une nouvelle technologie, enfin c'est tout bête, mais on a ce personnage d'Henri Dumont qui est multimilliardaire, si jamais il y a des avancées technologiques, des choses comme ça c'est des choses que tu vas réintégrer du coup. Alors par exemple, il y a des passages de Guy Nicols, il y a des volumes bientôt qui vont arriver de Guy Nicols où on va parler d'espace, parce que c'est un dada que j'ai, et j'ai la chance d'avoir un ami astronome. D'ailleurs je l'ai eu en ligne il y a quelques jours encore, j'avais des renseignements à lui donner, parce que je veux bien raconter les choses et avoir un petit peu d'avance sur la technologie justement, mais c'est pas de la science-fiction quoi, c'est quelque chose, si l'argent était mis dedans on l'aurait. C'est tout bête, hein. Je lui dis, est-ce que si là il y avait la somme d'argent débloquée, est-ce qu'on pourrait faire ça? Il dit bien sûr, ça c'est juste une question de moyens, la technologie on l'a, mais simplement ça coûte cher, et voilà. Et donc l'avantage de cet Henri Dumont, qui est le fameux milliardaire philanthrope et qui possède énormément de sociétés, et par exemple à un moment donné il a une société qui construit des batteries, et puis lui il fait inventer par ses services une batterie qui tient, je sais pas, on recharge son iPhone une fois par mois, voilà, on fait 1500 km avec sa voiture électrique, enfin il en est là, donc il prend un peu d'avance. C'est finalement ce qui existera dans quelques années, hein, sûrement, hein. Mais ça m'arrange bien, moi, que dans les Guy Nicols, il y ait cette technologie qui permet d'avoir finalement une écriture et une vitesse d'écriture et de déplacement des personnages et autres qui soient à la vitesse... qui convient, je trouve, à l'histoire. Voilà. Donc je fais des petits écarts comme ça sur les technologies. Les technologies ont un peu d'avance dans les Guy Nicols, où
où par exemple, Henri Dumont, il est à la tête exactement un peu comme Bouygues de son propre service de téléphonie. Mais sauf qu'ils ne le commercialisent pas spécialement, quoi. Eux, ils ont toujours du réseau, et un peu où ils se trouvent, c'est-à-dire que leur téléphone, ils ont un module qui leur permet de le transformer très facilement en téléphone satellite, et bientôt, ce sera intégré à leur téléphone. Donc, partout où ils se trouvent, ils ont un téléphone. C'est tout bête. Ça, c'est ton côté geek qui J'ai pas pu ressort. faire autrement. Ah bah oui. D'ailleurs, il joue un peu à des jeux vidéo parfois. Il rejoue aussi à des vieux jeux électroniques parfois aussi. Il y a pas mal de références geeks, soyons clairs. Alors là, on va faire une nouvelle pause musicale, et puis on va parler après cette pause de ce qu'on disait tout à l'heure sur la playlist. Faut qu'on en parle de cette petite particularité des playlists que tu prépares. On enchaîne là-dessus. Pour écouter ça. Donc, le nouveau morceau que tu veux nous faire écouter, toujours Lupin 3, la série animée. Quel morceau tu veux nous faire écouter? Alors là, c'est de Stefano Parnasso, s'appelle Valseur. Voilà. On écoute tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, on la passe avec l'auteur de la série littéraire des Guy Nichols. Nous parlions un petit peu de l'histoire de ces personnages, de comment on s'auto-édite chez Amazon, de la sortie d'un livre par trimestre, de toute l'avance que tu as pris avec tous les volumes que tu as déjà à l'avance chez toi sur ton disque dur. Et puis... On parlait des nouvelles technologies que tu intègres dans les Guy Nichols, puisque tu es geek dans l'âme. Et justement, ce côté geek t'a donné une envie, c'est de faire une playlist que tu proposes, tu proposes dans chaque tome, pour avoir sous le coude des musiques, des chansons, que tu vas demander de mettre aux lectures de certains passages. C'est-à-dire que dans certains passages, on va dire, tiens, là, il y a cette musique-là en fond, etc. Et le but du jeu, c'est avec ses écouteurs, avec ses, hop, on se met ça sur son smartphone ou peu importe, et on écoute le morceau pendant la scène. J'ai créé d'ailleurs une chaîne Guy Nichols sur YouTube. Avec les playlists. Qui regroupe toutes les playlists qui sont déjà toutes faites, parce que pour certains morceaux, il y a plusieurs versions, tout bonnement. Il y a des versions des fois acoustiques, enfin bref. Et je voulais particulièrement une musique qui était vraiment tirée d'un film. Donc dans le film, il y a les dialogues du film, il y en a très peu, mais il y en a. Et c'est vraiment, il y a des bruitages, enfin il y a des trucs qu'il y avait en plus par rapport à la version enregistrée, on va dire. Donc j'ai créé du coup la playlist, parce qu'on m'a dit mais ça serait bien de faire une playlist sur Spotify, Deezer, tout ça. J'ai dit non, écoutez, je vais mettre sur ou sur Amazon, on me proposait aussi, mais je vais mettre sur YouTube, comme ça c'est gratuit. Et puis c'est dispo pour tout le monde. Et puis c'est facile d'aller sur YouTube pour écouter telle ou telle musique. Et évidemment, comme dans le cinéma, un film où il n'y a pas du tout de musique, par moment, ça ferait un peu bizarre. Et comme ça ferait très bizarre aussi de mettre le petit de bonhomme mousse sur le débarquement en Normandie du « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'est un concept, je visualise. Voilà, tu visualises. Donc ça foutrait tout le film en l'air, évidemment. Et, ça sera une autre ambiance. Oui, c'est différent. Pour une parodie peut-être, enfin, parodier ça serait compliqué. Mais donc du coup, à chaque début de Guy Nichols, dans les premières pages, il y a une playlist disponible qui renvoie vers la chaîne YouTube. Je demande au lecteur d'avoir la complicité en fait de mettre de ces musiques au bon moment. Donc dans le texte évidemment, le héros ou un des héros dit c'est marrant, chaque fois que je viens ici, ou alors chaque fois que je rencontre cette personne, ça me fait penser à telle musique, ou alors ce qui se passe en ce moment, je sais pas pourquoi dans ma tête il trotte cette musique là. Et je fais en sorte que le texte corresponde soit à ce que raconte la chanson, soit au rythme de la chanson que j'ai besoin, et je vais faire un truc de fou, c'est-à-dire que je vais me chronométrer en lecture. Alors je vais faire une lecture moyenne, à vitesse moyenne, pour que ça corresponde à peu près à toutes les vitesses de lecture de tout le monde, et je regarde par rapport au minutage de la chanson. Voilà, pour que ma scène... Pour que finalement, quand on lise le passage, oui. Eh bien ça soit synchro avec Absolument. La musique, au même titre que quand on regarde une série ou un film, on aura la musique qui va être synchronisée avec l'action. C'est ça.
Et j'essaye de faire ça, et voilà. Et du coup, tous les lecteurs qui ont joué le jeu me disent que ça ajoute, mais de manière complètement folle, en fait, à l'ambiance. Et là, on est vraiment complètement encore plongé dedans. Et du coup, il y a des moments très intenses où j'ai des lecteurs qui disent on a chialé tout bonnement. Ou alors, on s'est vraiment marré. Ou alors, putain, on était pris par l'action et on avait l'impression d'être encore plus dedans. Et j'ai même des lecteurs, en fait, qui relisent le passage en se remettant la chanson. C'est de la lecture 2.0. Ouais. Alors, en lecture 2.0, après, j'ai vraiment des grosses annonces à faire, en fait, sur un travail qui est fait en ce moment par une boîte. Dis-moi. Par rapport au Guinicol, c'est-à-dire que bientôt, en fait, déjà, on est en train de programmer, en fait, la visite du manoir de Boulogne d'Henri Dumont en VR. Donc en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, qu'on va pouvoir mettre sur les salons. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais venir dédicacer des Guinicols, vous pourrez vous promener dans le manoir. En VR. La prochaine fois que je te vois en salon, je vais tester ça. Ouais, et théoriquement, je ferai le salon de Boulogne, tiens, pour ramener à ça à Ambroise Paré. Il y a le salon, il y a un salon du livre à Boulogne-Billancourt. Ah oui, qui est très célèbre. Et là, je ferai la démonstration en fait de cette version de réalité virtuelle du manoir. C'est top ça. Et si on peut, ça sera même développé soit en visite simple, soit en petit jeu comme un escape game qu'on pourra jouer jusqu'à 4. Voilà, on pourra s'entraider pour trouver les indices qui permettent de finir ce petit jeu à l'intérieur et à l'extérieur du manoir, parce qu'il y aura aussi tout le jardin qui sera modélisé, qui est un superbe parc, avec une maison japonaise en plus dedans, etc. Donc ça va être très très joli à visiter et à jouer, ça va être assez prenant je pense. Et on va aussi amener dans les romans Guinicols de la réalité augmentée. Voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, quand on va scanner avec son smartphone la couverture d'un Guinicols, on va scanner les yeux par exemple des personnages de Guinicols, et bien le personnage va apparaître en entier, un peu à la manière d'un hologramme, qu'on se rappelle tous d'R2D2 avec la princesse Leia, avec Obi-Wan Kenobi, et on voit l'image de la princesse qui appelle. ou de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait ça pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai. Mais j'ignorais. On l'avait. Justement, ça avait suscité beaucoup de parodies sur Internet. Ah, d'accord. Et alors là, du coup, on pourra voir le personnage et on va savoir plein de choses en fait sur le personnage. Où il est né, à quelle date il est né exactement, parce que j'en parle pas forcément dans les romans. Je dis à peu près son âge, mais voilà, je dis pas forcément où il est né. Et puis un résumé en fait des faits marquants de sa vie jusqu'à maintenant. Il va y avoir ça pour chaque personnage. Et dans le texte, il va y avoir des scènes un peu intenses d'action ou des scènes un peu tristes ou autres qui vont apparaître en réalité augmentée comme des petits films, comme des petits trailers. Voilà. Et donc les Guinicols vont devenir interactifs. Ça va exactement le même livre qu'avant, papier. Mais en passant son téléphone dessus, on va... Donc en offrant des expériences un petit peu plus poussées à tes lecteurs pour aller toujours un peu plus loin dans... un peu plus loin dans la... C'est ce que tu disais tout à l'heure, quelque part, toute cette recherche de nouvelles technologies que le personnage d'Henri Dumont a dans les Guinicols, c'est un peu toi. Lui, il a deux grands dadas, c'est-à-dire qu'il a les miens. Henri Dumont, il a l'espace, il est passionné d'espace, voilà. Et puis, il est passionné aussi de médecine. Donc, c'est pour ça qu'il a le fameux hôpital Ambroise Paré de Boulogne. C'est le seul truc qu'il a renommé Henri Dumont. Donc, c'est l'hôpital Henri Dumont. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai choisi justement l'hôpital de Ambroise Paré de Boulogne. Qu'on retrouve sur la fresque du volume 1. Du volume 2. Ouais, du volume 2, il me semble, oui, c'est ça. Je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est du volume 2, et on le voit d'ailleurs. Et la seule différence, c'est qu'au lieu de que ça soit écrit Ambroise Paré, c'est écrit Henri Dumont. Voilà. Et que cet hôpital, il l'a voulu vraiment à la pointe de tout ce qui se fait de mieux. Et puis, comme c'est un personnage qu'on appelle le milliardaire philanthrope, en plus, c'est-à-dire que lui, il paye les gens très bien. Il le dit toujours, il les paye à leur juste valeur et aux difficultés de ce métier, c'est-à-dire que pour lui un aide-soignant, il va pas aller gagner 1500 euros par mois, il va gagner beaucoup plus, et évidemment tout le monde veut travailler, tout le monde veut travailler pour Henri Dumont, donc ça lui fait plein d'ennemis évidemment, parce qu'en plus malgré il paye énormément, il paye beaucoup plus les gens, mais il gagne de l'argent quand même, donc
il s'est fait des ennemis dans la grande finance. Et c'est pour ça que Guy Nichols va le protéger, voilà, va être là auprès de lui et auprès de ses collaboratrices déjà. Voilà. Donc, alors c'est on une parle histoire que toujours. j'ai voulu un peu. On dit toujours Guy Nichols parce que c'est le héros principal, Oui, mais oui. tous les autres héros qui gravitent autour sont aussi beaucoup travaillés. C'est une bande avant tout. Je suis ravi que tu me le dises parce que justement, c'est le retour que m'ont fait les lecteurs, c'est-à-dire que c'était étonnant. Il dit le roman, les romans sont signés Guy Nichols comme à San Antonio, etc. quoi. Mais il est le héros, ok. Mais il n'est pas si principal que ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les personnages, je pense à Sandra Jane, Emma Deller, Loco, c'est pas du personnage vraiment secondaire. Ils ont la même importance que lui. Et c'est ça que je voulais, quoi. Je voulais absolument pas du héros parfait, voilà. Et même si on dit par exemple, Tintin est un peu l'être parfait, n'empêche qu'il y a des personnages secondaires autour de Tintin qui ont une importance capitale, quoi. Tu peux pas imaginer Tintin sans Haddock, sans le professeur Tournesol, voilà. Sans Dupont et Dupont, etc. Et pourtant on l'imagine au début, puisque en plus Haddock il apparaît au début, il est tout seul. Au début, il est tout seul. Après, c'est pas du tout les mêmes bouquins non plus. Hein. Il commence à être très très travaillé après. Et au début, si on prend un Tintin en Amérique, c'est vraiment que de l'action non-stop, quoi. Et toi, tu as voulu donner justement cet esprit de bande et de ne pas tout miser sur un seul personnage et de tous les travailler. Oui, et il y a des moments dans certains tomes où Guy Nichols va être absent. Et on va suivre plus Emma Deller, on va plus suivre Sandra Jane, on va plus suivre Loco, avec les personnages propres, avec leurs attitudes, leur façon de penser, leur story, quoi, qui est totalement différente. Et même s'ils sont tous liés et extrêmement proches, on voit que, moi j'ai voulu qu'ils aient de l'importance quasiment au même titre que le héros. D'ailleurs, je l'appelle pas forcément le héros, quoi. J'ai du mal à dire même personnage principal, simplement ça porte son nom, quoi. Ça porte son nom. Il est là tout le temps, il a une façon particulière de voir la vie et de penser les choses, et d'aimer les gens aussi. Je me suis pas creusé trop l'esprit, hein, c'est à peu près mon caractère, tout bonnement. Il aime beaucoup les voitures, il les collectionne. Ça, c'est aussi un point commun. Oui, ça c'est un de mes trucs. C'est vrai que alors je les roule pas forcément tout le temps. Je les entretiens du mieux que je peux, mais je me déplace avec plaisir, parce que un jour l'automobile, il y aura plus de pétrole et autres, mais il y aura toujours de très belles automobiles qui se déplaceront pour des balades, exactement comme l'histoire du cheval qui est passé de quelque chose d'utilitaire à vraiment quelque chose de passionnant, de passionné. Moi, je fais pas de cheval, mais voilà, les gens font toujours du cheval, même si on ne se sert plus du cheval comme du véhicule en très gros guillemets de tous les jours, comme ça a pu l'être, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on verra, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, parce que ça passe toujours à une vitesse folle avec toi. On peut faire des émissions de 2 heures, 3 heures. Mais c'est bon signe quand ça passe vite. C'est bon signe. Sur la voiture, petit aparté, chers auditeurs, quand vous lirez les Guy Nichols, vous verrez qu'il y a une importance, surtout au début du volume 1. On comprend pourquoi Guy Nichols a un attachement aussi particulier avec les voitures. Oui. J'en dis pas plus, mais vous comprendrez. Voilà, faut lire le volume 1 pour comprendre. Écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, on va dire quand même un petit mot à nos auditeurs pour leur souhaiter un bon rétablement, un bon retour chez eux. Oui. Voilà, on te remercie encore beaucoup. Alors là, il nous reste 2 petites minutes pour qu'on résume un petit peu. Donc, si tu dois si tu dois tout résumer en 1 minute, 1 minute 30 pour, entre guillemets, vendre ta série, expliquer le concept, tu résumes tout ça en 1 minute. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que ce que j'ai voulu faire avec les Guy Nichols, déjà, c'est d'écrire une série littéraire avec des personnages récurrents, hein, mais exactement comme une série, c'est-à-dire que les personnages vont peut-être pas traverser tous les tomes non plus, hein, s'ils vont évoluer avec le temps. J'ai voulu faire que le héros soit pas complètement le héros, c'est-à-dire qu'il ait des personnages secondaires extrêmement importants, comme il peut y avoir souvent dans les séries d'ailleurs. On a du mal des fois à se séparer d'un personnage dans une série. J'en sors un tous les 3 mois, je fais ça sur Amazon avec une liberté que je n'avais encore jamais connu, donc n'hésitez pas, si vous vous sentez, lancez-vous, sortez votre roman ou votre recueil de nouvelles, faites ça du mieux que vous pouvez, que ça ressemble
le plus possible à un travail de professionnel. On peut le faire, il suffit de bien s'entourer. Et puis Amazon, l'avantage, c'est que après vous faites faire les traductions, puis vous êtes dans le monde entier. Et voilà. Et puis vous gérez ça, vous créez votre site internet. Je l'ai fait aussi sur guineacals.org. La chaîne YouTube, voilà. Et puis dans les Guineacals, j'ai essayé de faire des choses nouvelles. Je suis l'actualité un peu, enfin surtout une époque, la nôtre. Je prends un peu d'avance sur les technologies parce que c'est bien pratique et ça arrivera. Et finalement, on se dira... Tintin est bien allé sur la Lune avant Armstrong, donc tout est faisable. Donc lancez-vous, et puis pourquoi pas, lisez-moi, et voyez un peu, et pourquoi pas choper quelques idées, hein, c'est là pour ça. Voilà. Et puis venir te rencontrer sur les salons, oui. que ça soit avec ta casquette de Guineacals sur les salons oui. du livre, oui. Ou que ça soit également avec l'association Nemco Show, voilà, ton association absolument. Familiale, parce que de toute façon, quand tu es sur les stands de Nemco Show, tu ne décroches pas de Guineacals. Oui, ils sont toujours là, c'est vrai. Habité par Guineacals, de toute façon. Ils sont toujours là, oui, absolument. Ils sont toujours là. C'était un plaisir de te recevoir une nouvelle fois. Un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc chers auditeurs, bon rétablissement, bon retour chez vous. Vous pouvez retrouver la série littéraire Guineacals sur Amazon, et puis également sur YouTube pour retrouver les playlists, et également sur guineacals.org pour retrouver un peu l'actualité, et puis aller rencontrer Guineacals en vrai, alias Hervé Nicolas, aller le rencontrer en vrai, et pour le connaître depuis beaucoup d'années, je peux vous dire que c'est un passionné. Ce fera un plaisir de passer du temps avec vous pour échanger sur plein de choses autour des Guineacals. On devisera tout ça. Toutes tes idées, avec toutes tes idées que tu as en tête. Alors, pour finir cette émission, on a un morceau de moins qu'on peut passer. Tu as le choix, soit on passe le thème de Rebecca ou le thème de Fujiko. Lequel des deux tu veux passer ? On va forcément passer celui de Rebecca parce que c'est le personnage qui va se retrouver bientôt dans les Guineacals. Rebecca Rossellini. Eh bien, on conclut cette émission avec ce morceau, et après on vous rebascule sur le flux musical de la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.